Le Troisième Reich n'a pas seulement construit un système d'extermination. Il a aussi offert à certaines femmes un scénario pour exercer le pouvoir avec une violence sans précédent. Dans les camps de concentration, certaines gardiennes ont transformé le sadisme en routine, la torture en spectacle et le meurtre en divertissement. Il ne s'agissait pas d'actes impulsifs. Ce furent des comportements systématiques, perfectionnés au fil du temps et avalés par la structure du régime nazi. Depuis des lampes faites avec de la peau humaine jusqu'aux exécutions accompagnées par de la musique, ces femmes ont utilisé leur poste pour transformer la souffrance d'autrui en rituel quotidien. Quelle sorte d'horreur était considérée comme divertissement par ces gardes? Jusqu'où sont allés leurs jeux avec des prisonniers sans défense? Et comment fut-il possible que tout cela se fasse sous apparence de normalité? Ilse Koch, la dame de la peau humaine. Ilse Koch n'avait pas besoin d'uniforme militaire pour inspirer la terreur. Elle n'était pas officier ni n'avait de rang formel au sein des SS, mais son influence était absolue. Comme épouse du commandant Karl Otto Koch, administrateur de Buchenwald, elle exerçait un pouvoir silencieux mais dévastateur, sans besoin d'ordres écrits ni de chaînes de commandement. Les internés la connaissaient comme Die Hexe von Buchenwald, la sorcière de Buchenwald, mais son véritable distinctif était beaucoup plus macabre, une obsession maladive avec la peau humaine tatouée. Depuis son arrivée au camp en 1937, elle transforma sa résidence privée en laboratoire de perversion. Ce qui pour beaucoup était un foyer de commandement, pour elle était un sanctuaire d'atrocités soigneusement curé. Elle développa une méthode systématique pour la récolte de peaux tatouées à des fins décoratives. Pendant les inspections de baraquement, elle marchait entre les corps nus des prisonniers, observant avec froideur. Si elle trouvait un tatouage voyant, une fleur, un tigre, une inscription orientale, le destin du porteur était scellé à cet instant. Les médecins du camp recevaient des instructions précises: identifier le prisonnier, l'assassiner avec des injections ou des coups contrôlés et extraire la peau tatouée sans l'abîmer. Celle-ci était ensuite traitée avec des processus chimiques et guérie avec du sel pour la conserver. L'objectif n'était pas de la cacher. Il se la transformait en objet domestique. Écran de lampe, couverture de livres, couverture d'albums, de photos, housse pour boîte. Tout cela exhibé avec une esthétique terrifiante à l'intérieur de son manoir, décoré non avec de l'art, mais avec des restes humains. Les témoins qui nettoyaient sa résidence parlèrent d'une vitrine où se gardaient des pièces comme si elles étaient des trophées. L'un d'eux se souvint. Il y avait une lampe dont l'écran montrait un tatouage d'une rose noire. Madame Koch la montrait avec orgueil devant les officiers visiteurs. Des prisonniers qui travaillèrent à l'infirmerie confirmèrent pendant les procès postérieurs qu'ils sélectionnaient personnellement chaque échantillon. Madame Koch s'arrêtait devant les hommes nus et les marquait pour la mort. Leur corps finissait dans la salle d'autopsie, déclara Wegerer. Le pathologiste Eric Wagner, chargé de conserver les peaux, témoigna aussi sur ces procédures. Mais le sadisme d'Ilse ne se limitait pas à la taxidermie humaine. Sa résidence privée abritait aussi des orgies sexuelles auxquelles participaient des officiers SS, des soldats invités et des femmes prisonnières sélectionnées pour leur apparence physique. Ces soirées étaient une combinaison de violences sexuelles, de consommation alcoolique, de musique stridente et d'humiliation ritualisée. Les femmes étaient obligées de se déshabiller, de servir des verres sans regarder dans les yeux, de chanter pendant qu'elles étaient objets de moquerie et d'agression. À de multiples occasions, des témoins décrivirent comment Ilse ordonnait de lâcher ses chiens bergers allemands pendant ces fêtes. Les animaux étaient entraînés pour attaquer et les prisonnières devenaient partie du divertissement. Une femme mourut exsangue dans le jardin de la résidence après avoir été mutilée par les chiens pendant qu'Ilse observait depuis une fenêtre, fumant avec indifférence. Ces actes n'étaient pas des impulsions sadiques, ils étaient des rituels de pouvoir, conçus et exécutés avec précision. Le pouvoir d'Ilse ne se soutenait pas seulement sur son mariage, mais sur le réseau de silence et de complicité qu'elle tissa autour d'elle. Les officiers savaient ce qui se passait dans son manoir, mais personne ne dénonçait. Certains participaient, d'autres se taisaient par peur ou convenance. Son influence était telle que même quand son époux, Karl Otto Koch, fut enquêté pour corruption, détournement de fonds et assassinat de prisonniers qui en savaient trop, elle réussit à se maintenir à l'écart. Elle fut arrêtée temporairement par les SS en 1943, mais libérée peu après.
Quand les troupes américaines libérèrent Buchenwald en avril 1945, les rumeurs sur les objets de peau humaine ne tardèrent pas à se confirmer. Dans l'enregistrement de la villa d'Ilse Koch, on saisit des lampes avec des tatouages visibles, des fragments traités, des documents médicaux qui décrivaient les méthodes de récolte. Les photographies de ces pièces, certaines d'elles encore conservées dans des archives judiciaires et des musées, impactèrent l'opinion publique internationale. Bien que certains objets disparurent postérieurement, les analyses forensiques réalisées en 2005 sur une des lampes conservées aux États-Unis confirmèrent l'authenticité du matériel dermique humain. Il se fut arrêté par les forces alliées et jugé pendant le procès de Dachau en 1947, dans lequel elle affronta des charges pour crimes contre l'humanité. Pendant le processus, elle se montra défiante, hautaine, sans signe de repentir. Elle nia connaître l'origine des objets trouvés dans sa maison. Elle allégua que les témoignages contre elle étaient faux et que tout faisait partie d'une conspiration pour détruire sa réputation. Même quand des témoins, ex-prisonniers, médecins, gardes, relatèrent avec précision ses actes, Ilse maintint sa position. Sa défense argumenta qu'il n'existait pas de preuves directes qu'elle eût ordonné des assassinats, qu'elle était seulement l'épouse d'un commandant et n'avait pas d'autorité formelle. Mais les évidences et les témoignages furent accablants. Elle sélectionnait les victimes, supervisait les extractions, décorait sa maison avec leurs restes et organisait des événements dans lesquels ces objets étaient exhibés comme symbole de pouvoir absolu. Ilse Koch fut condamnée initialement à la prison à vie. Cependant, dans un tournant qui indigna la communauté internationale, sa peine fut commuée à 4 ans de prison en 1948 par le général Lucius D. Clay, commandant militaire américain en Allemagne. Clay allégua que les preuves sur les objets de peau humaine étaient insuffisantes, une décision qui provoqua des protestations massives et la reprise du cas dans des tribunaux allemands. En 1950, la justice de la République fédérale allemande récemment fondée rouvrit le processus. Cette fois, ils ne se centrèrent pas uniquement sur les objets de peau, mais sur son rôle actif dans l'incitation au meurtre, la complicité directe dans de multiples morts et la participation dans le système de terreur du camp. Le tribunal d'Augsbourg la condamna à nouveau à la prison à vie. Pendant son emprisonnement dans la prison de femmes d'Aishach, il se montra un comportement erratique. Elle souffrit de dépression, d'attaques de fureur et d'épisodes d'isolement extrême. Elle n'admit jamais de culpabilité, elle ne demanda jamais pardon. En septembre 1967, à 60 ans, elle se suicida dans sa cellule en utilisant un drap pour se pendre. Elle laissa une brève note qui ne contenait pas de repentir ni aucune mention aux victimes. Son héritage ne se mesure pas en chiffres ni documents, mais dans la symbologie de l'horreur qu'elle construisit. Une maison décorée avec de la peau humaine, des dîners entre cadavres, du plaisir sexuel mélangé avec de la torture, de l'esthétique au service de l'extermination. Ilse Koch ne fut pas une anomalie du système nazi. Elle fut son produit le plus sophistiqué. Elle sut utiliser le privilège de sa position pour imposer une forme de cruauté qui combinait art, corps et pouvoir. Elle transforma des corps humains en décoration. Elle convertit la douleur en divertissement. Elle fit de son foyer un musée de mort. Aujourd'hui, son histoire demeure enregistrée dans des archives judiciaires, dans des témoignages de survivants et dans les musées qui protègent les objets qui ne furent pas détruits. Sa figure s'est convertie en symbole de jusqu'où peut aller la déshumanisation institutionnalisée quand elle s'unit avec le narcissisme, l'impunité et la banalisation du mal. Elle ne fut pas seulement une sorcière, ni seulement une épouse, elle fut l'incarnation décorative du génocide. Et peut-être pour cela son histoire continue-t-elle à être si perturbante. Parce qu'elle démontre que le mal le plus profond n'a pas besoin de cris, ni d'armes, ni d'ordre formel. Parfois, il a seulement besoin d'une salle bien décorée et d'un sourire orgueilleux devant la peau d'autrui. Irma Grese, la hyène blonde d'Auschwitz. La beauté peut être le déguisement parfait pour la méchanceté absolue. Irma Grese, avec à peine 21 ans, avait perfectionné ce paradoxe jusqu'à le convertir en arme létale. Son apparence juvénile, ses cheveux blonds soigneusement coiffés et un sourire presque infantile contrastaient de forme brutale avec la cruauté qu'elle déployait chaque jour dans les camps de concentration nazis. Connue comme la hyène blonde d'Auschwitz,
Elle devint la garde féminine la plus jeune condamnée à mort pour crimes de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Tandis que d'autres gardiennes projetaient l'autorité à travers des uniformes rigides, des expressions sévères ou des menaces ouvertes, Irma avait découvert quelque chose de plus perturbant, le pouvoir du charme comme mécanisme de torture. Son sourire précédait chaque acte de violence. Son rire accompagnait les humiliations. Sa beauté n'était pas un attribut neutre, c'était un instrument pour attirer, confondre et détruire. Les prisonnières tremblaient, non seulement en la voyant, mais en notant comment les officiers SS riaient avec elle pendant qu'elle décidait qui souffrirait ce jour-là. Née à Vrechen, Mecklembourg, en 1923, Irma vécut une enfance marquée par le suicide de sa mère quand elle avait à peine 13 ans. L'année suivante, elle abandonna l'école et s'intégra au Bund Deutscher Mädel, la branche féminine des jeunesses hitlériennes. Là, elle absorba avec dévotion les doctrines du Troisième Reich, discipline, obéissance aveugle, pureté raciale et ferveur nationaliste. Elle ne fut pas entraînée passivement au nazisme, elle fut une croyante. Pas une victime du système, mais une volontaire enthousiaste qui trouva dans l'appareil répressif sa vocation naturelle. En 1942, avec seulement 19 ans, elle fut assignée à Ravensbrück, le principal camp féminin du Reich, pour son entraînement comme Aufseherin. Sa conduite remarquable lui valut rapidement une promotion. Cette même année, elle fut transférée à Auschwitz-Birkenau, où elle devint superviseur de baraquements féminins. Elle ne tarda pas à se faire craindre. Sa présence était constante, son fouet de cuir tressé, son pistolet d'ornement pendu à la hanche et ses chiens bergers allemands étaient des signaux inconfondables que le châtiment était proche. Mais son arme la plus effective continuait à être sa théâtralité. Le contraste entre apparence angélique et brutalité froide. Les prisonnières témoignèrent sur les divertissements qu'Irma organisait pour elle-même et ses compagnons de pouvoir. Elle obligeait des femmes affamées à courir par le camp dans des compétitions absurdes, pendant que des chiens entraînés les poursuivaient. Celles qui tombaient étaient mordues sans pitié. Elle appelait cela « exercice ». Parfois, elle leur disait qu'elles seraient libérées si elles réussissaient à gagner une course. C'était un mensonge délibéré, une forme d'instaurer un désespoir total. À d'autres occasions, elle organisait des simulacres de fuite pour justifier des châtiments collectifs. La violence était méticuleuse. Elle était conçue non seulement pour châtier, mais pour humilier devant les autres. Ces fouettages à des femmes nues étaient fréquents. Ils ne suivaient aucun protocole disciplinaire. Ils étaient des actes de sadisme pur. Elle frappait des femmes âgées, des enceintes, des jeunes. La douleur n'était pas accidentelle, c'était le spectacle. À des occasions, elle choisissait ses victimes pour leur apparence physique. Les témoignages coïncident qu'elle sentait une hostilité particulière envers des femmes jeunes ou considérées comme attractives. C'était comme si elle ne pouvait pas tolérer la compétition. Souvent, elle sélectionnait ces femmes pour des châtiments exemplaires, rasage public, nudité forcée, travaux épuisants. Le châtiment n'était pas seulement physique, il était symbolique. En 1944, elle fut promue à Oberaufseherin, superviseur-chef de plus de 30 000 prisonnières à Auschwitz-Birkenau. Depuis cette position, elle participa directement dans les redoutées sélections pour les chambres à gaz. Sa méthode était simple et dévastatrice. Elle marchait à côté du médecin SS, signalant avec le doigt celle qui serait exterminée. Elle le faisait avec sérénité. Parfois, elle le faisait en souriant. Elle ne criait pas. Elle ne s'agitait pas. Sa froideur convertissait chaque geste en sentence silencieuse. Une prisonnière raconta « Elle regardait ton visage comme si elle observait un mur. Si son doigt pointait vers toi, tu n'existais plus. » Le plus inquiétant d'Irma était son obsession pour maintenir une apparence impeccable. Elle se coiffait chaque matin avec soin, repassait son uniforme, lustrait ses bottes. Sa présence était aussi frappante qu'effrayante. À Auschwitz, ils la surnommèrent aussi « la belle bête » pour ce contraste perturbant entre beauté extérieure et sadisme intérieur. Son image n'était pas irrelevante. Elle faisait partie du système de pouvoir. La beauté lui octroyait une autorité visuelle qui imposait le respect parmi ses supérieurs et la peur parmi les prisonnières. Elle utilisait son attractivité pour manipuler, pour dominer, pour humilier. Elle était consciente de son effet et l'exploitait avec cynisme.
Quand l'avance soviétique obligea à évacuer Auschwitz en janvier 1945, Irma fut transférée à nouveau à Ravensbrück et peu après à Bergen-Belsen, où elle se maintint active jusqu'à la fin. Le camp, effondré par des maladies, la faim et l'entassement extrême, devint un piège mortel pour des dizaines de milliers. Là, Irma maintint sa routine de patrouille, menaces et châtiments physiques. La guerre était déjà perdue, mais elle n'arrêta pas sa conduite. Elle continuait à frapper, continuait à crier, continuait à superviser avec la même énergie sadique. Elle fut capturée par les troupes britanniques le 17 avril 1945, pendant la libération de Bergen-Belsen. Elle s'identifia volontairement comme membre des SS, sans montrer un seul signe de remords. Son comportement hautain, son langage corporel arrogant, sa posture impeccable, tout indiquait qu'elle ne s'attendait pas à être punie. Pendant le procès de Lunebourg, qui commença en septembre 1945, les témoignages furent démolisseurs. Une survivante la décrivit ainsi. Elle avait la beauté d'une actrice de cinéma et le cœur d'une bête. Une autre raconta qu'elle avait ordonné de fouetter jusqu'à la mort une femme enceinte seulement pour marcher lentement. Une autre l'accusa d'avoir tiré contre des prisonnières qui demandaient de l'eau. Quand on lui demanda sur ses crimes, Irma répondit avec froideur. « Oui, mais je ne faisais que suivre des ordres. » Cependant, les évidences démontrèrent son autonomie criminelle. Des témoignages d'autres gardiennes, des déclarations de victimes et des documents internes démontraient qu'Irma n'exécutait pas seulement des ordres, elle prenait des décisions par initiative propre. Elle jouissait de ce qu'elle faisait. Elle le convertissait en théâtre. Pendant le processus judiciaire, son comportement généra de la controverse. Des observateurs britanniques notèrent son attitude hautaine, presque provocatrice. Elle ne pleura jamais. Elle n'implora jamais. Elle maintenait la tête haute. Elle semblait plus préoccupée par sa coiffure que par son destin. Certains journalistes affirmèrent que, pendant les pauses du procès, Irma se retouchait le maquillage devant un miroir. Sa froideur déconcertait même les juges. Le 17 novembre 1945, elle fut condamnée à mort par pendaison. Elle avait seulement 22 ans. Elle fut exécutée le 13 décembre 1945 dans la prison de Hamelin avec d'autres condamnés du même procès. Elle monta à l'échafaud sans pleurer ni trembler, vêtue d'un costume bleu marine, les cheveux coiffés avec des ondulations douces, le visage inexpressif. Elle ne prononça pas de parole finale. Elle mourut sans résistance. Son corps fut enterré dans une tombe sans nom. La figure d'Irma Grese est demeurée dans la mémoire historique comme une incarnation spécifique du mal. Non le mal bruyant et incontrôlé, mais le mal qui se déguise de normalité, qui se présente avec un visage serein et une voix douce. Elle représente une catégorie unique de criminels, ceux dont la brutalité s'exprime avec précision esthétique. Elle convertit la violence en spectacle, le châtiment en chorégraphie, la souffrance en divertissement personnel. Elle ne fut pas commandant. Elle ne conçut pas de chambres à gaz, elle ne rédigea pas de loi, mais son rôle fut également létal, exécutrice d'un système qui avait besoin de bourreaux quotidiens. Son histoire, soutenue par des archives officielles, des rapports du procès et de multiples témoignages de survivants, démontre que l'horreur la plus absolue peut se vêtir du visage le plus beau. Et cela, peut-être, est la leçon la plus terrifiante de toutes. Maria Mandel, la directrice de l'enfer musical. Dans l'univers d'Auschwitz-Birkenau, où l'extermination avait atteint des niveaux industriels, Maria Mandel introduisit une dimension particulièrement perverse, la musique comme instrument de contrôle psychologique. Comme Aufseherin-chef du camp féminin, elle n'organisait pas seulement des exécutions et des sélections, mais elle orchestra un système où les mélodies devinrent la bande sonore de l'assassinat massif. Chaque matin, quand les trains arrivaient à la rampe de Birkenau, sonnaient des valses viennoises, des marches militaires et des compositions légères. Ce n'était pas coïncidence, c'était stratégie préméditée. Pendant que des milliers de déportés descendaient de wagons à bétail, désorientés et épuisés, la musique produisait une atmosphère de calme trompeur. L'orchestre féminin, composé de prisonnières forcées d'interpréter ces pièces, accomplissait un rôle double, distraire les victimes et masquer l'imminence de la mort. Mandel avait perfectionné ce système. La musique servait pour confondre, réduire la panique, faciliter les sélections et maintenir une illusion d'ordre au milieu du chaos. Mais son propos réel était plus tordu.
transformer l'assassinat en représentation scénique, en spectacle contrôlé où les corps marchaient en cadence vers les chambres à gaz sous la mesure d'un quatuor à cordes. Elle marchait par la rampe avec carnet et stylo, annotant des traits physiques, âge, conditions médicales. Elle décidait avec froideur, avec le médecin de service, qui était utile pour le travail forcé et qui ne l'était pas. Les inutiles étaient marqués d'un geste. À quelques mètres, l'orchestre continuait à jouer. Anita Lasker-Wallfisch, violoncelliste forcée d'intégrer l'orchestre, raconta des années après que Mandel était une perfectionniste obsessive. Elle exigeait l'exactitude rythmique et punissait avec des coups, réduction de nourriture ou isolement toute erreur musicale. Les partitions ne se choisissaient pas au hasard. Mandel les sélectionnait personnellement. Elle avait prédilection pour des marches prussiennes, des sonates de Mozart et des polonaises chronométrées. Chaque pièce avait une fonction concrète. Certaines duraient le même temps qu'une file de femmes tardait à arriver depuis les baraquements jusqu'à la chambre à gaz. C'était de la musique calculée avec précision chirurgicale. Le groupe musical devait répéter quotidiennement sous des conditions infrahumaines. Peu importait si quelques prisonnières avaient de la fièvre ou étaient blessées. Mandel exigeait la qualité. Les interprètes jouaient pendant que d'autres étaient fouettés à quelques mètres, pendant que des enfants pleuraient en file ou que des personnes âgées étaient poussées vers les camions. À une occasion, une violoniste évanouie fut traînée hors du baraquement et remplacée en minutes. Mandel ne tolérait pas les échecs. Elle organisait des concerts privés dans un baraquement habilité comme salle de musique. Les officiers SS assistaient vêtus de gala. On servait de l'alcool. Les interprètes étaient des prisonnières dénutries et tremblantes, obligées de jouer des pièces classiques comme si elles étaient dans un salon viennois. Dans un de ces concerts, Mandel ordonna de répéter 3 fois la même marche parce que les applaudissements ne furent pas suffisamment enthousiastes. L'orchestre devait sourire. Montrer de la faiblesse était motif de châtiment. Pendant les exécutions publiques, sonnait aussi de la musique. Les châtiments sur la place du camp étaient accompagnés par des accords. Les interprètes jouaient pendant que des femmes étaient pendues ou fouettées devant leurs compagnes. Mandel était présente, annotant, corrigeant, souriant, quand tout fonctionnait comme elle l'espérait. Elle ne criait pas. Son autorité était implacable mais silencieuse. Elle donnait des ordres avec des mouvements minimaux, avec un regard, avec un geste de la main. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Sa présence suffisait pour paralyser. Le pouvoir de Mandel s'étendait au-delà de la musique. Elle supervisait des sélections quotidiennes pour les chambres à gaz. Les listes étaient extensives. Sa signature apparaît sur des dizaines de documents où on autorise le transfert de femmes considérées inappropriées pour le travail. Ces listes incluaient nom, âge, maladie et notes personnelles. En octobre 1943, elle signa un ordre pour exécuter 1600 femmes en une seule journée. Elle dirigeait aussi les inspections de baraquements. Ces visites n'étaient pas sanitaires, mais des opportunités pour châtier, humilier et sélectionner des victimes. Les prisonnières étaient obligées de former des files nues, être inspectées une par une, frappées si elles tremblaient ou si elles ne maintenaient pas la posture. Mandel observait chaque geste, chaque réaction, cherchant la faiblesse. Elle ne le faisait pas par impulsion sadique, mais comme partie de sa méthode de gestion de la terreur. Pendant les Sonderaktionen, les appelés opératifs spéciaux d'extermination massif, son rôle était encore plus évident. Elle coordonnait le transfert de centaines de femmes en un seul jour. Elle s'assurait que le processus ne s'interrompe pas, que les rythmes se respectent, que l'extermination continue sans incident. Son obsession pour la précision arrivait à chronométrer les transferts depuis les baraquements aux chambres. Une marche mal calculée pouvait ruiner sa mise en scène. Les témoignages coïncident sur son apparence soignée. Uniforme toujours repassé, bottes brillantes, coiffure méticuleuse. Elle ne montrait jamais une émotion qui ne fût pas planifiée. Elle marchait entre les fils comme une directrice d'orchestre invisible, accordant le mécanisme de la mort. Les archives polonaises contiennent plus de 60 documents signés par elle, entre eux des transports depuis le camp féminin vers le crématoire, des demandes d'agrandissement de quotas pour exécution et des notes d'évaluation sur le rendement des internés.
Dans une lettre dirigée au commandant Heuss, Mandel suggérait la création d'un système rotatif de châtiment pour maintenir l'ordre sans épuiser le personnel. Elle fut arrêtée en décembre 1945 par des troupes américaines. Dans sa détention, on trouva des partitions marquées avec des instructions à la main, des listes d'exécution et des lettres privées où elle se vantait de l'ordre atteint dans le camp féminin de Birkenau. Dans le procès d'Auschwitz, célébré à Cracovie en 1947, son nom coiffait les accusations contre le personnel administratif. Les témoins n'hésitèrent pas à la décrire comme l'exécutrice la plus efficiente du système. Elle ne tirait pas, ne torturait pas avec ses propres mains, mais elle organisait et validait chaque pas. Elle déléguait l'horreur avec un léger sourire et une baguette symbolique. Elle fut condamnée à mort et exécutée par pendaison en janvier 1948. Dans l'enregistrement final, on la décrit comme sereine et sans échantillon de repentir. Elisabeth Volkenrath, le fouet de Ravensbrück. 5 heures du matin, Elisabeth Volkenrath initiait sa routine quotidienne en se levant dans le baraquement de garde, vêtant l'uniforme impeccablement repassé, vérifiant que son bâton de caoutchouc fût en parfaite condition. Puis, elle sortait pour exécuter ce qu'elle dominait le mieux, briser des âmes humaines avec méthodologie prussienne. Sa journée se déroulait entre Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau et Bergen-Belsen, perfectionnant une routine de terreur qui convertissait chaque journée en calvaire prévisible. Elle n'improvisait pas de cruauté, tout était calculé, chronométré, perfectionné. C'était la bureaucratie du sadisme dans sa maxime expression. Les journées commençaient avec la formation de l'appel dans la cour centrale. Des milliers de femmes formaient des files parfaites sous n'importe quel climat pendant qu'elles se promenaient entre les rangées avec le bâton à la main. Ce n'était pas un simple décompte, cela constituait un rituel de domination. Sa présence seule suffisait pour instaurer la peur. N'importe quelle erreur, une file mal alignée, un numéro incorrect, une femme malade incapable de se maintenir debout, dérivait en châtiment immédiat. Elle avait perfectionné un système de châtiments échelonnés. D'abord la menace, elle levait le bâton en l'agitant, puis l'humiliation publique, elle obligeait la fautive à expliquer son erreur devant toutes, et finalement le châtiment physique, coup calculé pour provoquer la maximum douleur sans mort immédiate. Tout suivait un patron méticuleux. Après les formations venaient des inspections médicales transformées en actes de vexation collective. Les évidences du procès d'Auschwitz à Cracovie démontrèrent que ces registres étaient des prétextes pour dégrader et briser la dignité humaine. Elle obligeait des prisonnières à se déshabiller, se baisser, sauter nues sous son regard sadique et celui du personnel médical. Celles qui tremblèrent de froid ou de peur recevaient des coups de bâton. Essayer de se couvrir résultait en privation de nourriture ou d'eau. Le processus durait des heures. Des femmes faibles, malades, enceintes, toutes passaient par la même routine. Volkenrath coordonnait la discipline en marchant entre les corps nus avec son bâton, frappant occasionnellement, toujours avec expression neutre, comme si elle ne faisait que réviser une tâche administrative. Si tu ne pouvais pas marcher nu sous la neige sans tomber, tu allais à sélection. Volkenrath le savait et en jouissait, déclara une témoin. La froideur de ses actes n'était pas résultat du devoir, c'était partie de son identité fonctionnelle comme instrument du régime. Elle dédiait les après-midi à des exercices disciplinaires qui dépassaient les régulations officielles. Une de ses méthodes favorites était d'obliger à soutenir des objets lourds au-dessus de la tête pendant des heures. Le cas le plus documenté impliqua une jeune qui avait volé des légumes. Elle la força à soutenir les produits volés au-dessus de sa tête pendant 4 heures, jusqu'à ce que ses bras tombent. Quand finalement elle les baissa, Volkenrath la frappa jusqu'à l'inconscience avec le bâton de caoutchouc. Les autres internés avaient l'interdiction de l'aider jusqu'au crépuscule. Cela faisait partie du théâtre du châtiment. Toutes devaient observer, apprendre, craindre. Elle organisait des exercices physiques pour des femmes dénutries, flexions, courses, sauts sous menace du bâton. Si quelqu'une s'effondrait, elle était accusée de paresse et châtiée additionnellement. Elle ne cherchait pas la discipline. Elle cherchait à briser. Pendant les petites heures, elle révélait son vrai sadisme en patrouillant les baraquements, cherchant des prétextes pour châtier. Celles qui pleuraient, parlaient ou se plaignaient étaient traînées par les cheveux, frappées à la tête ou jetées nues à l'extérieur. Sa spécialité, raclée nocturne.
Les témoignages enregistrent qu'elle fouettait jusqu'à casser la peau, laissait des marques permanentes sur les dos et fesses, et dans des cas documentés, les femmes moururent après les raclées. Le bâton de caoutchouc était son instrument préféré, léger, maniable, mais suffisamment rigide pour infliger douleur avec chaque coup. Elle le portait comme une prolongation de son autorité, comme d'autres portent une montre ou un insigne. À des occasions, elle l'utilisait pour marquer ses victimes, pointant avec lui avant le châtiment. À d'autres, elle le brandissait simplement en silence pour inspirer la terreur. Pendant les alertes de sécurité pour des fuites réelles ou simulées, elle organisait des représailles massives. Si un prisonnier s'échappait, un baraquement entier perdait la nourriture pendant des jours. Dans certains cas, elle enfermait plus de 300 femmes dans des espaces conçus pour 100, sans ventilation, eau ni toilette, ce qui dérivait en épidémies, asphyxie et folie. Les simulacres nocturnes incluaient des inspections surprises à minuit. Elle obligeait toutes les prisonnières à former des files dans la cour pendant des heures sous la neige, révisant ongles, coiffures, propreté de chaussures. Paradoxe cruel dans un environnement sans savon, vêtements ou aliments suffisants. Sa méthode était invariable. Réveiller toutes à 2 heures du matin, les forcer à sortir en sous-vêtements, les former dans la cour, les maintenir jusqu'à l'aube. Pendant ces heures, elle marchait entre les files avec son bâton, frappant celles qui tremblaient ou chancelaient d'épuisement. À différence d'autres gardes limités à des fonctions disciplinaires, Volkenrath participait activement dans des sélections pour chambres à gaz. Les archives judiciaires montrent sa signature sur de multiples rapports. Son autorité n'était pas symbolique, elle était fonctionnelle. Elle décidait avec qui on expérimentait, qui mourait et qui survivait un jour de plus. Un rapport présenté comme évidence indiquait « châtiment collectif », 10 recluses fouettées pour refuser de chanter pendant la formation matinale, autorisée par E. Volkenrath. Pendant les sélections, elle maintenait l'ordre en s'assurant que les femmes choisies pour mourir ne résistent pas. Elle marchait entre les files avec le bâton, identifiant les faibles, malades ou problématiques. Elle n'avait pas besoin de parler. Son regard suffisait pour qu'une femme sache que son destin était scellé. Elle appliquait aussi des châtiments additionnels à celles qu'elle considérait moralement corrompues. À Ravensbrück, elle châtia une internée accusée de lesbianisme en l'obligeant à nettoyer les latrines avec la langue. À Bergen-Belsen, elle nia l'aliment pendant 3 jours à une femme pour rire pendant qu'elle se nettoyait. La dimension symbolique du châtiment était partie de sa méthode. Capturée en novembre 1945, elle fut poursuivie à Lunebourg avec Irma Grese et 43 autres personnes du personnel de Bergen-Belsen et Auschwitz. Les preuves furent démolisseuses. Elisabeth Gottschalk, Livia Roth et Wanda Makowicz témoignèrent sur ces pratiques, l'accusant de diriger des sessions de châtiment avec fouet, ordonner des travaux forcés pour malades comme châtiment additionnel, participer régulièrement dans des sélections pour chambres à gaz et nier nourriture et eau à des internés affaiblis. Le témoignage le plus dévastateur fut d'une femme obligée de nettoyer des latrines avec une brosse à dents pendant des heures, pendant que Volkenrath la frappait chaque fois qu'elle s'arrêtait. Il ne suffisait pas de nettoyer, elle devait nous humilier pendant que nous le faisions, elle devait nous voir souffrir. Bien que la défense argumentât que son rôle était logistique, les évidences documentales et les déclarations directes démontrèrent implication active dans violences physiques, humiliation délibérée et décision létale. Elle n'était pas une auxiliaire, elle était une exécutrice, et elle ne le faisait pas par obéissance mais par conviction. Déclarée coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, elle fut condamnée à mort par pendaison. La sentence s'exécuta le 13 décembre 1945. Elle mourut sans montrer de repentir, sans demander pardon et sans admettre de responsabilité directe. Elisabeth Volkenrath incarna le pouvoir bureaucratique exercé avec violence, exécutrice et fonctionnaire convertis en bourreaux. Elle le faisait avec efficience, sans stridence ni théâtralité, mais avec des résultats létaux. Son nom apparaît dans des mémoires de survivants non pour de grandes décisions stratégiques, mais pour des actes quotidiens de cruauté méticuleuse qui convertissaient chaque jour en cauchemar vivant. Eerta Bot, la grande de la matraque. La matraque oscillait depuis son poignet comme pendule marquant le rythme de la terreur. 30 cm de caoutchouc qui, dans les mains de Eerta Bot, se transformait en instrument de cauchemar pour des centaines de prisonnières.
Sa taille imposante, 1,91 m, la rendait visible depuis n'importe quel coin du camp, mais ce n'était pas sa stature qui semait la panique. C'était la matraque et la maîtrise avec laquelle elle l'employait. À Ravensbrück, Stutthof et Bergen-Belsen, cette matraque devint extension de son autorité. Elle ne constituait pas un outil disciplinaire réglementaire, mais signature personnelle, sceau distinctif, forme de communiquer son pouvoir pour décider qui souffrait et combien. Pendant le procès de Belsen, de multiples témoins l'identifièrent non par le visage, mais par la matraque. La femme grande de la matraque, il la dénommait. Celle qui avait toujours le bâton à la main, se souvenèrent d'autres. Elle s'était fusionnée avec son uniforme non officiel, la portant même hors service actif, l'exhibant dans des inspections comme avertissement silencieux. La matraque avait des caractéristiques spécifiques, parfaites pour infliger douleur sans laisser de marques externes évidentes. Herta avait développé une technique chirurgicale, sachant exactement où frapper pour maximum souffrance, où presser pour briser les volontés, comment menacer sans besoin de paroles. Salla Schiffermann fournit un témoignage glaçant pendant le processus judiciaire. Elle raconta comment Botte frappa jusqu'à la mort une jeune de 18 ans pour essayer de s'alimenter avec des épluchures de pommes de terre. La scène se développa dans l'espace ouvert du camp. Devant d'autres internés, elle frappa la victime avec la matraque, la laissant saigner jusqu'à mourir. D'autres prisonnières confirmèrent cette dynamique. Coups pour s'arrêter, pour uriner, pour se désaligner, pour regarder les supérieurs. Coups comme distraction ou pour affirmer hiérarchie devant d'autres gardes. À de multiples occasions, des témoins décrivirent qu'elle utilisait la matraque avec théâtralité cruelle, l'élevant devant le visage de la victime avant de frapper. Quand le Reich s'effondrait au début de 1945, les nazis initièrent des évacuations de camps orientaux. Herta accompagna ces « marches de la mort » conduisant des centaines de femmes depuis les proximités d'Auschwitz jusqu'à Bergen-Belsen. La matraque maintint son protagonisme sinistre. Les prisonniers épuisés marchaient des kilomètres sous la neige, sans eau ni nourriture, avec des températures extrêmes. Celles qui tombaient étaient exécutées. Le sergent britannique Arnold, qui participa dans des investigations après la libération, confirma que Botte tira sur 2 femmes épuisées qui essayèrent de s'arrêter pendant le trajet. Wanda Salomon et d'autres survivantes racontèrent comment elle menaçait avec la matraque celles qui ne pourraient pas continuer. Ces marches s'étendaient plus de 12 heures consécutives. Une prisonnière décrivit comment Herta, au front du groupe, marchait droite avec sa matraque pendant de son poignet pendant qu'elle fredonnait des mélodies. Ce contraste entre indifférence apparente et usage arbitraire de violence convertissait chaque tronçon en spectacle de désespération. La matraque ne fonctionnait pas seulement comme arme, elle constituait rappel constant que la mort pouvait arriver instantanément, pour n'importe quelle raison ou sans motif aucun. Botte ne se limitait pas à frapper, ses actions avaient dimension scénique délibérée. Elle frappait devant d'autres internés, faisait des commentaires cyniques avant de fouetter, occasionnellement obligeait des prisonnières à assister au châtiment. Dans les baraquements, sans accompagnement d'autres gardes, elle réalisait des rondes inattendues portant la matraque. Pendant une inspection nocturne, selon des récits de témoins, elle trouva une femme pleurant silencieusement pour la mort de sa sœur. Au lieu de l'ignorer ou réprimande verbale, elle la sortit du baraquement, l'obligea à se déshabiller sous la neige et la frappa avec la matraque jusqu'à perdre conscience. Les autres prisonnières furent forcées d'assister au châtiment depuis les fenêtres. Un rapport médical présenté en procès décrit victime avec fracture de côte et traumatisme crânien causé par coups répétés avec objets contondants. Bien qu'il ne mentionne pas explicitement Botte, des témoignages de 2 prisonnières lièrent directement ce châtiment avec son intervention. Dans les procès de Belsen 1945, Herta fut accusée principale. Les photographies britanniques montrent femme grande, visage de pierre, mains croisées en attitude défensive. Sa figure contrastait avec la fragilité de témoins qui déclaraient contre elle. « Je n'ai jamais tiré sur personne. J'ai frappé parfois, oui, mais seulement avec la main. Si quelqu'un m'a vu avec bâton, je ne l'ai pas utilisé », déclara-t-elle. Cette affirmation fut démentie par 5 témoins différents qui décrivirent avec précision la matraque de caoutchouc, sa longueur et même sa couleur. Quand le procureur lui demanda sur le témoignage de Salla Schiffermann, qui assista à comment elle frappa jusqu'à tuer la jeune de 18 ans, Botte répondit « Cela n'arriva pas.
Si cela arriva, je ne m'en souviens pas. Si je m'en souviens, ce fut nécessaire. » Le procureur lut un rapport britannique de la libération de Bergen-Belsen décrivant comment plusieurs prisonnières signalèrent la femme grande de la matraque comme responsable d'au moins 3 morts confirmées. Bien qu'elle ne confessât jamais ses assassinats, le poids des évidences fut suffisant pour condamnation. Condamnée à 10 ans de prison, elle fut libérée en décembre 1951, après avoir accompli seulement 6 ans. Elle n'enregistra pas de déclaration publique postérieure, excepté une interview télévisée des décennies après où, loin de montrer du repentir, elle justifia son rôle comme partie du système. Dans cette interview enregistrée en 1999 mais transmise des années après, elle se montra défensive quand on lui demanda sur sa décision d'être garde. Sa réponse fut révélatrice. « Ai-je commis une erreur ? » Non. L'erreur fut que ce fut un camp de concentration, mais je devais y aller. Autrement, il m'aurait mise moi-même. Ce fut mon erreur. Cette déclaration résume sa mentalité. Absence totale de remords pour mort causée ou souffrance infligée. Sa seule erreur avait été le contexte, non ses actions. La matraque, pour elle, avait été simplement outil de travail. Herta Bott mourut le 16 mars 2000 à 79 ans. Son histoire resta gravée non pour avoir conçu le système, mais pour l'incarner avec froideur et précision. La matraque de caoutchouc devint symbole du pouvoir ordinaire exercé sans limite, la capacité de personnes communes pour exercer autorité absolue sur d'autres êtres humains. Elle n'était pas psychopathe ni sadique pathologique, mais fonctionnaire qui trouva dans la terreur sa forme d'affirmer autorité. La matraque représentait l'emblème physique du droit de châtier, de décider qui souffrait et combien, exemple parfait de comment le pouvoir sans restriction peut convertir n'importe quelle personne en bourreau de ses semblables. Hildegard Lechert, la sadique de Majdanek. Krwawa Brigida, Brigitte la sanglante en polonais. Les prisonnières de Majdanek eurent besoin d'à peine des semaines pour baptiser Hildegard Lechert avec un nom qui résumait parfaitement son essence. Ce n'était pas simplement cruauté ou violence, cela constituait sadisme pur, méthodisé, converti en art macabre. Depuis son arrivée en octobre 1942, elle construisit sa réputation coup par coup, humiliation après humiliation, mort après mort. Sa renommée transcenda les baraquements féminins, des gardes masculins la connaissaient, des officiers SS parlaient d'elle. Elle s'était transformée en légende de l'horreur à l'intérieur de l'horreur même. Elle arriva comme infirmière entraînée, mais découvrit que ses vrais talents résidaient dans un autre type de médecine. Sa première semaine suffit pour que des prisonnières l'identifient comme menace différente. Elle ne se limitait pas à accomplir des ordres ou appliquer des châtiments réglementaires. Elle innovait, improvisait, jouissait. Son arsenal incluait pistolets, fouets et bergers allemands entraînés pour attaquer. Mais son arme la plus puissante était son imagination sadique. Elle développa un répertoire de châtiments qui dépassait n'importe quel manuel, des méthodes si brutales qu'elle fut admonestée verbalement par des supérieurs à 3 occasions pour excéder dans ses fonctions, bien que ces avertissements ne dérivèrent jamais en sanctions réelles. Profitant de sa formation médicale, Lechert avait développé spécialité particulièrement macabre, examen gynécologique comme torture. Bognia Jaworska, dont le témoignage se conserve dans des archives judiciaires, raconta un de ces épisodes où une femme juive polonaise fut renversée dans le jardin du camp. Cherchant des objets de valeur cachés, Lechert leva la jupe de la victime avec un bâton et commença examen gynécologique. Elle inséra le bâton dans le vagin pendant que la femme criait. Tout arriva à pleine vue de prisonnières travaillant dans le jardin. La femme criait si horriblement que nous dûmes fuir parce que nous ne pouvions pas le supporter, se souvint Jaworska. Après, je vis la femme couverte de sang. Je ne sais pas si elle fut emmenée à la chambre à gaz ou mourut simplement. Cette forme de torture sexuelle était devenue spécialité de Lechert. Elle ne constituait pas acte impulsif, mais méthode calculée qui combinait violence physique, dégradation sexuelle et exhibition publique. Elle l'exécutait délibérément devant d'autres prisonnières, transformant souffrance individuelle en terreur collective. Lechert souffrait d'alcoolisme qui aggravait considérablement sa cruauté. De multiples témoignages confirment que plus elle buvait, plus brutale elle devenait. Les nuits de plus grande consommation alcoolique coïncidaient avec des sessions de torture plus dévastatrices.
À une occasion, complètement ivre, elle lâcha son berger allemand contre une jeune prisonnière. L'animal la déchiqueta pendant que Leichert observait en souriant. Tout arriva devant d'autres prisonnières obligées d'assister à l'attaque sans pouvoir intervenir. La jeune mourut exsangue. Pendant des périodes de gazage massif à Majdanek, quand le crématoire ne traitait pas tous les cadavres, on creusa une fosse dans le jardin où les corps étaient jetés et brûlés. Leichert développa un rituel macabre autour de cette fosse. Les témoins la voyaient fréquemment marcher vers la fosse avec expression joyeuse, inhalant la fumée avec délice. Ce n'étaient pas des visites casuelles, elles constituaient rituels. Elle demeurait de longues périodes, respirant profondément, comme si l'odeur de chair brûlée était parfum. Leichert montrait cruauté particulière envers les enfants. Elle avait développé méthode spécialement pervers, leur offrir des bonbons pour les attirer vers des camions qui les emmèneraient aux chambres à gaz. Ce n'était pas seulement efficience opérative, cela constituait sadisme raffiné. Les récits décrivent comment elle s'approchait des enfants avec sourire maternel, leur parlait avec voix douce, offrait des caramels, puis les conduisait personnellement vers la mort. Certains enfants, faisant confiance à son apparence bienveillante, la suivirent volontairement. En plus de violences directes, elle avait développé répertoire de châtiments créatifs avec claire dimension sexuelle. Une de ses méthodes favorites, obliger des femmes à réaliser des nettoyages spéciaux, frottant latrines et baraquements avec brosses à dents ou chiffons vieux. Pendant ces épisodes, elle ne surveillait pas seulement avec moquerie, mais intervenait physiquement. Si quelques prisonnières refusaient ou montraient fatigue, elle la traînait par les cheveux et l'obligeait à frotter son visage avec des chiffons sales. À de multiples occasions, elle urina sur des femmes pendant qu'elle réalisait ses tâches. Un autre châtiment spécial consistait à obliger des prisonnières à défiler nues devant des compagnes. Elle sélectionnait spécialement jeunes ou malades pour se moquer de leur corps. Pendant des inspections médicales, elle frappait celles qui tremblaient ou pleuraient, leur criant « animaux sales ». Le témoignage de Bonia Jaworska illustre parfaitement les méthodes de Leichert. Détenue à Majdanek avec sa mère, un jour pendant la distribution de soupe, elle se rendit compte qu'elle avait oublié des cuillères pour toutes les deux. Elle courut les chercher, laissant son assiette avec sa mère. Quand Leichert vit la femme âgée soutenant 2 assiettes, elle commença à la frapper et la donner des coups de pied. Quand Bonia revint et essaya d'expliquer, elle reçut des coups de poing au visage. Sa mère, de 40 ans, mourut pendant la liquidation du camp. À une autre occasion, Leichert frappa une collègue de Jaworska parce qu'elle trouva une cigarette dans sa poche. « Je la vis après revenir de la chambre de Leichert. Elle était couverte de bleu et toute sa tête était enflée. » Poursuivi d'abord en Pologne, 1947, et puis en Allemagne occidentale dans les années 70, Leichert ne montra jamais de repentir. Son attitude pendant les procès fut d'indifférence totale envers la souffrance causée. Dans le procès de Düsseldorf, 1975-1981, quand on lui demanda sur des témoignages décrivant ses châtiments sexuels, elle répondit « Cela n'arriva pas. Si cela arriva, je ne m'en souviens pas. Si je m'en souviens, ce fut nécessaire. » Cette réponse résume parfaitement sa mentalité, négation, minimisation et finalement justification. Il n'y avait pas d'espace pour remords dans sa structure mentale. Tout l'exécuté était, selon elle, justifié par des circonstances. Elle mourut en 1995 sans avoir accompli la totalité de ses sentences, ni réalisé de déclaration publique de culpabilité. Son histoire n'est pas d'esprit malade, ni psychopathe isolé, mais de femme commune qui trouva dans le système nazi l'espace parfait pour exercer sadisme comme spectacle. Sa figure permet de comprendre comment le Troisième Reich offrit non seulement impunité, mais cadre institutionnel pour canaliser violence contre les plus vulnérables. Elle ne fut pas commandant ni conçue des camps, mais elle fut exécutrice enthousiaste de la terreur quotidienne qui convertit la discipline en théâtre et le corps d'autrui en cible constante de châtiment. Le surnom Krwawa Brigida continua à être utilisé par des survivantes polonaises des décennies après la guerre. Ce n'était pas seulement forme de l'identifier, cela constituait manière de se souvenir que le mal peut avoir visage humain, sourire maternel et entraînement médical. L'infirmière de l'enfer avait démontré qu'il n'existe pas de limite pour la cruauté humaine quand elle trouve le contexte adéquat pour fleurir. Les histoires de ces 6 femmes transcendent dans la documentation historique pour devenir avertissement perpétuel sur la fragilité de la civilisation humaine.
Ilse Koch, Irma Grez, Maria Mandl, Elisabeth Volkenrath, Hertha Botte et Hildegard Leichert ne furent pas anomalies pathologiques ni cas isolés de démence individuelle. Elles représentent manifestations dévastatrices d'une vérité perturbatrice, la capacité de personnes ordinaires pour se transformer en exécutrices du mal absolu quand elles trouvent le cadre institutionnel approprié. Aucune ne fut recrutée pour tendance sadique préexistante, ni sélectionnée pour cruauté innée. Elles arrivèrent à l'appareil concentrationnaire nazi comme travailleuses volontaires, motivées par de meilleurs salaires, stabilité de travail et la conviction de contribuer à une cause qu'elles percevaient légitime. Une fois intégrées au système, elles découvrirent posséder talents particuliers pour l'exercice de la terreur systématique. Ce qui les distingue transcende la brutalité de leurs actes. Cela réside en comment elles transformèrent la violence en spectacle, convertirent le châtiment en divertissement personnel et métamorphosèrent la souffrance d'autrui en source de satisfaction. Elles développèrent des méthodologies propres, innovèrent des formes de torture, compétirent entre elles pour créer de nouvelles modalités d'humiliation. Leur biographie, soutenue par des archives judiciaires, témoignages de survivants et évidences physiques, constitue rappel implacable que le mal manque de genre. La capacité pour la cruauté systématique n'est pas exclusivement masculine. Sous conditions appropriées, n'importe quel individu peut devenir bourreau de ses semblables. L'héritage de ces femmes ne réside pas dans les objets macabres qu'elles créèrent, ni dans les méthodes de torture qu'elles perfectionnèrent. Leur importance historique réside dans l'avertissement qu'elles représentent. La civilisation constitue une couche extrêmement mince. L'humanité est un vernis fragile et nous portons tous la capacité tant pour le bien absolu que pour le mal absolu. Leur mémoire doit se préserver non par morbidité mais par nécessité historique, pour se souvenir des extrêmes de dégradation humaine possibles, pour honorer ceux qui pâtirent sous leur domaine, pour s'assurer que jamais plus on ne permette que le pouvoir illimité transforme des êtres humains en bêtes. Les divertissements de ces gardes nazis ne furent pas uniquement crimes contre victimes directes. Ils constituèrent crimes contre l'humanité entière, contre l'idée fondamentale que les êtres humains méritent dignité, respect et compassion. Leurs noms doivent se souvenir, leurs crimes se documenter, et leurs victimes jamais s'oublier. Parce qu'en dernière instance, ces femmes démontrent que le mal le plus absolu peut se présenter avec visage humain, sourire charmant et apparence complètement normale. Et cela, peut-être, est la leçon la plus terrifiante de toutes.